Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une partie de l'enceinte urbaine. On va donc parler d'une tour. On va parler de la tour des Carmes. Alors la tour des Carmes, elle est assez facile à trouver puisque c'est la seule tour d'angle de la ville. Elle est située à l'angle nord-est, près du lycée du Vœu, avec juste au-dessus du Blavet et près du Bois du Duc. Alors d'ailleurs, elle tire son nom de Tour des Carmes, du couvent des Carmes, qui a été installé à la fin du XIVe siècle à l'emplacement où s'est installé ensuite le lycée. C'est sans doute une fondation de la famille de Rohan, avec, on a les traces en 1394 aussi de donations de la part du duc de Bretagne Jean IV. Alors c'est une tour qui est aujourd'hui un petit peu perdue de son allure originelle, puisque vous avez toute une partie basse qui est totalement enterrée. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout cette partie basse dans laquelle se trouvent encore les chambres de tir. Donc on avait des chambres de tir qui pouvaient protéger les murs d'enceinte, et aujourd'hui c'est totalement sous terre. On s'en rend compte quand on est dans la propriété privée dont elle fait partie, qui est celle de la maison du docteur Carpentier, qui a été construite vers 1953. C'est le bâtiment qui part en diagonale vers le Blavet. Ça, c'est pas du tout un élément ancien, mais véritablement la construction d'une maison après-guerre. Évidemment, l'architecte a choisi de faire un côté avec juste une entrée et une fenêtre pour donner un espèce d'effet de continuité de tour et un peu masquer la propriété. Mais quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes sur une maison des années 50, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc on avait, comme je dis, sous terre cette partie de chambre de tir. Il y en a une qui a été ouverte pour pouvoir donner un accès à la tour par le jardin. Mais elles existent, elles sont au nombre de 3. Au-dessus, vous avez une première salle dont on ne voit rien à l'extérieur, qui est complètement aveugle et complètement prise dans la maçonnerie, mais à l'extérieur, elle présente de l'autre côté, dans la propriété privée, mais à l'extérieur de la ville, puisqu'elle est le long du mur d'enceinte. En gros, vous avez la tour qui est ici, vous avez la maison du docteur Carpentier, et vous avez un mur d'enceinte qui file à peu près sur 90 mètres, qui sépare la propriété du docteur Carpentier du lycée du Vœu. Et vous avez donc dans la tour, le long de ce mur, pour le protéger en enfilade, une fenêtre extrêmement particulière. C'est la seule de l'enceinte que l'on ait comme ça, c'est même aussi la seule que l'on ait à l'échelle de la ville sur les bâtiments, puisque vous avez une fenêtre avec une croisée et des meneaux en pierre, donc une fenêtre assez vaste, qui fait rentrer un maximum de lumière, une fenêtre avec ce qu'on appelle des coups-sièges, donc qui sont des petits fauteuils qui sont placés auprès de la fenêtre, donc on pouvait tout simplement s'asseoir en bord de fenêtre et on a une vue absolument magnifique sur le Blavet jusqu'à Saint-Caradec. Alors aujourd'hui il y a la végétation, donc on l'a pas, mais à l'époque, il faut bien imaginer qu'autour de l'enceinte, on n'a aucune forêt, on n'a aucun arbre, aucun taillis. Au contraire, on nettoie tout pour éviter, déjà pour pouvoir voir et surveiller l'entour, et pour éviter que les ennemis puissent éventuellement se servir de cette végétation pour mettre le feu ou pour un assaut quelconque. Donc on avait une vue de cette fenêtre sur Saint-Caradec, donc on est plutôt dans quelque chose qui est une construction d'agrément. Or, quand on examine bien cette partie-là, sous l'appui de fenêtre, à l'intérieur de l'appui de fenêtre, on a l'emplacement pour faire passer un petit canon, un petit veuglaire, pas encore une arquebuse, on est sans doute au XVe siècle, donc on a un petit orifice dans lequel on pouvait faire passer un petit élément d'artillerie. Donc on combine à la fois une disposition de défense et une disposition, on va dire, beaucoup plus agréable, et on pourrait dire d'agrément. Voilà. Ensuite, vous êtes sur une autre salle supérieure. Alors pour y accéder, on sort de la tour proprement dite, on est dans une autre partie du bâtiment qui est visible quand on est dans la cour intérieure du lycée, dans lequel il y a un très bel escalier, un escalier en bois du XVIIIe siècle. Malheureusement, l'ensemble de la tour elle est propriété privée, elle est classée au titre des monuments historiques, mais on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement suivie ni entretenue. Donc on a un très bel escalier XVIIIe qui souffre un peu et qui permet d'accéder dans une autre salle haute. On est là sur un 3e niveau. Et c'est une salle qui correspond aux fenêtres que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, vous avez 3 fenêtres
qui sont percées. Vous remarquez également une différence dans la taille de pierre. Sous ces fenêtres, on est sur ce qu'on appelle du grand appareil, c'est-à-dire l'appareil, c'est la façon dont on découpe les pierres, donc des pierres assez imposantes, des pierres de taille qui sont tout à fait semblables à celles que l'on peut trouver sur le reste de l'enceinte. Et puis dès que vous basculez à la hauteur de ces fenêtres, vous êtes sur du moellon, c'est-à-dire une pierre un peu plus fine, un peu rapidement, à peine équarrie, et qui est juste utilisée comme ça. Donc il y a sans doute eu une modification des parties hautes de la tour. Les percements de ces fenêtres sont sans doute aussi du 19e siècle, donc après la Révolution française, puisque évidemment on ne crée pas de fenêtres de ce type côté extérieur sur une tour de défense. Et puis vous remarquerez sur les côtés, les montants sont réalisés en pierre de tuf. Alors on n'est pas du tout dans dans ce calcaire ostentatoire qu'on a utilisé à la Maison des Confesseurs ou sur l'hôtel de Pitway en ville close sur ces lucarnes. Là, on est vraiment dans du tout venant, et qui est peut-être des choses qui ont été récupérées sur le port, puisqu'on sait que les navires, souvent les navires arrivaient à vide, avec des chargements de lest qui étaient faits de pierre de tuf. Ils déposaient le lest sur les quais, remplissaient de marchandises et repartaient en mer. Donc on avait de la pierre de tuf qui était comme ça utilisée pour faire des choses plus ou moins simples. Je pense notamment à des très belles latrines qui ont été... Elles ne sont pas très belles d'ailleurs, elles sont des latrines qui ont été faites avec de la pierre de tuf, mais qui sont en revanche posées sur la très belle porte de l'Abbesse dans une propriété privée près non loin du centre socioculturel. Donc on a ces trois fenêtres sur ce niveau-là, et ensuite on a le dernier niveau qui lui est sous toiture, là aussi qui a été extrêmement modifié, sans doute refait, et si vous me pardonnez l'expression, rebricolé ultérieurement. D'ailleurs, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que sur les cheminées, on a la trace d'un solin qui donne le niveau originel qui devait être celui de la toiture. Bien évidemment, cette tour communiquait avec le chemin de ronde. Du côté de la rue du Champ de Foire, si on fait attention, on a un mur plein, mais si on fait attention, on va voir dedans des traces d'une porte et des fenêtres. Et quand on rentre dans la cour du lycée, on retrouve une partie de la courtine originelle, donc qui partait rejoindre la tour capitaine. Et en fait, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a construit une façade de maison devant la courtine, et on a posé une toiture, et on avait ainsi de suite une maison qui venait s'appuyer sur le mur d'enceinte, qui était le mur le plus solide et c'était le plus facile à faire. On avait juste à construire un mur goutreau, un mur pignon, une toiture, et on avait sa maison collée sur l'enceinte. Ce qui est le principe qui avait été fait le long de la rue Trottier pour certaines maisons. Donc je vous disais, on a accès, et on a également accès de l'autre côté au long mur, à la longue courtine qui glisse tout au long de la propriété jusqu'au bout de ce qui est actuellement la surface de l'espace de sport du lycée Notre-Dame-du-Vœu. Cette courtine est assez belle. Alors elle a conservé quelques consoles, mais elle a perdu vraiment son chemin de ronde avec ses garde-corps. Mais en maçonnerie, c'est un très beau mur. Il a été très très peu bouleversé, puisque là pour le coup, il n'y a pas de maisons qui sont venues s'y accrocher, et les bombardements l'ont épargné. Au bout de ce mur, dans la propriété Carpentier, il reste une chapelle, une toute petite chapelle, Notre-Dame de la Roche, qui est une chapelle qui n'est pas très ancienne, enfin du moins dans son aspect actuel, elle date du 19e siècle. C'est sans doute un héritage lorsque les Ursulines au 19e reviennent s'installer dans le couvent et des Carmes, qui devient ensuite le lycée. Et bien c'est sans doute à ce moment-là qu'a été créée cette chapelle. Puis on a également la présence dans la propriété d'un ancien cimetière, qui était le cimetière des Ursulines lorsqu'elles se sont installées ici, puisque je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, les Ursulines sont installées dans la maison Saint-Hervé. Donc on voit que notre tour des Carmes est un édifice qui a été assez bouleversé, qui a eu une histoire assez complexe. On a très peu d'informations au cours de l'histoire d'Hennebont précises sur ce lieu. On a juste mention, au moment des guerres de la Ligue, en mai 1590, de la mort du seigneur de Rosmar de Saint-Georges, dont on nous dit qu'il est tué sur la tour des Carmes.
la guerre de la Ligue, pour vous simplifier, on est à la fin du XVIe siècle, c'est un des derniers avatars des guerres de religion, et eh bien c'est l'opposition entre la Ligue, hein, qui est menée, la frange ultra-catholique, qui est menée par Charles-Emmanuel de Mercœur, et pour Hennebont, eh bien c'est le gouverneur Jérôme d'Arradon qui est présent, qui assiège la ville, qui assiège la ville, qui devient gouverneur, hein, et qui nous a laissé un journal dans lequel eh bien, il raconte un petit peu aussi tout ce qui s'est passé sur cet élément-là. Il évoque aussi une chute dans le jardin des Carmes, alors au cours de laquelle il serait resté groggy pendant 15 minutes, mais heureusement, grâce à Dieu, eh bien, il a pu s'en tirer. Hein. Jérôme d'Arradon ne manque pas dans son journal de faire une allusion extrêmement régulière à sa foi, puisqu'évidemment, il est ligueur, hein, donc ça, il le fait souvent. On avait évoqué la guerre de la Ligue, hein, dans la vidéo concernant le bastion de Mercœur, donc je vous la mettrai au-dessus, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent l'écouter. Voilà, c'était une présentation de cette tour des Carmes. Alors oui, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais comme toute l'enceinte, elle est inscrite au titre des monuments historiques juste avant-guerre, hein, en 1939, inscrite, c'est-à-dire qu'elle est protégée au niveau local, c'est une servitude d'urbanisme, et puis après-guerre, après les destructions, quand on va redécouvrir l'enceinte en tant que telle, eh bien on va classer le reste de l'enceinte, c'est-à-dire qu'on lui donne le plus haut niveau de protection, hein, ce qui donne une valeur patrimoniale à l'échelle nationale, et la tour des Carmes fait partie des éléments qui sont protégés. Je vous le disais aussi, elle n'est pas propriété de la ville, contrairement au mur qui se trouve juste derrière, qui est situé entre cette propriété privée et le lycée du Vœu. Hein, elle appartient à un privé, et elle mériterait qu'on s'y penche et qu'on lui redonne un peu tout son lustre, parce que, notamment en partie basse, hein, et puis avec cette fameuse fenêtre, c'est sans doute un des éléments les plus intéressants des tours de l'enceinte urbaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.